La mort de George Floyd aux États-Unis, celle d'Adil chez nous à Anderlecht, l'arrestation d'un jeune homme qui s'est retrouvé menotté malgré son âge à Saint-Gilles, celle il y a peu d'une infirmière en France, ce sont des faits qui ont énormément marqué les esprits. Mais sont-ils traités correctement? Est-ce une question de contexte? Est-ce un problème de surmédiatisation? On en débat aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec nous en plateau, bonjour Raoul Moulin, vous êtes délégué pour la CSC Police et vous avez été policier de terrain à Bruxelles dans la zone Montgomery. À vos côtés, maître Daniel Sprutels, bonjour, vous êtes avocat, pénaliste et vous avez défendu plusieurs policiers dans des dossiers de violence. Abdel Adnan, vous êtes éducateur pour la maison de jeunes Centrum Ouest, on vous connaît bien dans les quartiers, comme on dit, à Molenbeek notamment, où vous menez beaucoup de projets pour que les gens se connaissent. On en parlera évidemment aujourd'hui. Et puis Pierre-Arnaud Perouti, directeur de la Ligue des droits humains. Vous êtes au cœur de l'actualité parce que vous avez notamment publié des chiffres, c'était il y a 2 jours, concernant les contrôles de police, le sentiment des personnes contrôlées pendant le confinement. Alors vous avez un peu plus d'une centaine de personnes qui se sont confiées. Vous reconnaissez vous-même que ce n'est pas représentatif. Enfin, qu'est-ce que ça dégage dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous pouvez dire des contrôles de police pendant les 3 derniers mois assez particuliers qui se sont écoulés? Oui, peut-être d'abord dire que Police Watch, le site de la Ligue pour observer les violences policières, date d'avant le confinement. Il se fait qu'on voulait le relancer et que le confinement est arrivé. Et donc, il nous a semblé intéressant de traiter de la période du confinement pour voir ce que les gens avaient à dire de cette période effectivement un peu particulière pour tout le monde. Tout le monde a été pris de court. Il y a des injonctions qui ont été données très rapidement à la population, parfois avec un certain flou, ce qui rendait les choses compliquées à la fois pour les gens, aussi pour les forces de police, il faut le reconnaître, de faire appliquer les choses. Parfois, il y a des disparités entre les communes, mais quand même, on a recueilli un certain nombre de témoignages de communes différentes qui, par leur nombre et leur récurrence, font penser qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes dans les interactions avec les forces de police. Alors, on va peut-être commenter, je me tourne vers la régie, il y a des chiffres que vous avez publiés, ils indiquent que, à Bruxelles, 71% des abus rapportés, donc c'est ce dont se plaignent les gens. Ce n'est pas une étude sur l'ensemble des contrôles de police. Ce sont vos chiffres, il faut vraiment bien le préciser, mais sont dans ce qu'on appelle le croissant pauvre, donc le Bas de Saint-Gilles, la commune de Molenbeek, celle de Schaerbeek, les Marolles. 53% des personnes qui disent avoir fait l'objet, 53% des personnes disent avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Et alors, il y a des facteurs considérés comme aggravants par les personnes contrôlées, c'est d'être jeune et c'est d'être racisé. Ça veut dire quoi en fait, en gros, que les contrôles, c'est plus pour certains quartiers, certains types de populations? Les contrôles, pas forcément, et encore que oui, il y a des jeunes qui se font bien avant le confinement contrôler 2, 3, 4 fois, je pense qu'on aura des témoignages plusieurs fois par jour, mais effectivement il y a des facteurs qui incontestablement aggrave la relation avec la police. Pas forcément le motif du contrôle au départ, mais ensuite la manière dont ce contrôle va se passer. Le fait d'être jeune, très clairement. Le fait d'être perçu comme racisé, très clairement, même si ce sont des gens qui sont belges, qui sont nés ici, toute leur famille est ici. Et aussi le fait d'être dans des communes plus pauvres, puisque manifestement à Bruxelles ou dans d'autres régions de Bruxelles, c'est là que se concentrent les abus et les problèmes. Je me tourne vers Abdel Adnan. Est-ce que vous avez senti pendant le confinement, où tous vos projets finalement ont été à l'arrêt, votre maison de jeunes n'a plus pu faire son travail de terrain, qu'il y avait une frustration, quelque chose qui rendait tout peut-être un peu plus tendu? Ouais, justement, moi je me suis retrouvé donc à faire un peu je suis éducateur donc, dans une maison de jeunes, donc je me suis retrouvé à faire un peu du travail de rue, parce que voilà, on continue à travailler. Donc je côtoyais un peu les jeunes, je discutais un peu avec eux. Vous savez, comme vous avez dit, on est tous citoyens belges, on n'est pas là pour dénigrer la police, on parle vraiment de là où ça ne va pas. C'est comme un médecin, il faut soigner là où ça ne va pas. Donc nous, notre but, c'est vraiment de dire à un moment donné, il faut arrêter les abus, que ce soit les violences policières ou même, il y a aussi les violences et l'humiliation. Mais est-ce que c'était plus sensible pendant le confinement? Oui, justement, ce qui s'est passé, voilà, il y avait des cas de contrôle par rapport aux fameuses amendes à 250 €. Où, je vous donne un exemple, il y a un jeune qui a été courir à la Basilique, c'est un sportif, il est boxeur, il voulait s'entretenir. On le contrôle, on lui dit « Ah, tu dois courir à côté de chez toi à 1 kilomètre ». Voilà, on lui donne 250 €. Quand on voit la conférence de presse de la ministre, on ne sait pas. Voilà, on était tous un peu confus par rapport à ça. Et ils sentent ça comme une forme d'injustice. Et il n'y a même pas moyen de faire un dialogue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le jeune se dit « voilà, comment ça se fait que
on me donne cette amende-là. Et aussi ce qui se passe, et voilà, je vous le dis, c'est ce qui se passe aussi, c'est que de l'autre côté, il y avait du 2 poids 2 mesures. On allait dans certains quartiers où on voyait des gens qui étaient là, l'un à côté de l'autre, et à ce moment-là, les jeunes ne comprenaient pas. Le policier là-dessus, Raoul Moulin. D'abord, est-ce que quand on est policier, on se dit, on sait qu'il y a des quartiers dans lesquels c'est peut-être plus difficile de faire son métier parce que c'est plus tendu, parce que c'est socialement précarisé? Est-ce que c'est une réalité, ça, ou c'est une image relayée? Je dirais un petit peu des deux, dans la mesure où travailler dans une grande ville est toujours plus difficile et plus tendu que si vous vous trouvez dans une petite zone, je dirais, du sud de Luxembourg, ou une ville comme Comines, où il y a plus d'habitants. Mais les policiers qui sont en service à Bruxelles ont choisi de prester à Bruxelles, en théorie. Oui, je l'entends bien. C'est simplement pour vous dire, voilà, il y a peut-être un ratio qui est à mettre aussi dans la balance. Maintenant, il faut bien se rendre compte que nous avons vécu ici quelque chose qui est exceptionnel, qui était inattendu quelque part aussi. C'était une première pour tout le monde. Vous l'avez dit à suffisance, oui, le confinement. Le confinement est évidemment quelque chose qui doit être plus compliqué quand on habite dans une ville et dans un appartement où il n'y a peut-être pas de terrasse ou un rez-de-chaussée où il n'y a pas un jardin ou autre, que pour quelqu'un qui vit à la campagne et qui a le grand air et autres. La perception du confinement sont formés à gérer des situations tendues comme on va en avoir dans les quartiers? Est-ce que vous, quand vous avez fait l'école de police, on vous a appris, attention, si tu fais une arrestation d'un jeune dans un quartier tendu où tout le monde se connaît, où on est parfois des familles plus nombreuses que dans des quartiers plus bourgeois où tout le monde a une grande chambre, un grand jardin et de l'espace. Est-ce qu'on vous a appris qu'il fallait gérer ça peut-être un peu autrement parce que ça se passe autrement? Alors effectivement, on a aussi quelque part un rôle social en tant que policier, et il y a l'art et la manière de pouvoir, je dirais, s'adresser aux personnes. Et donc en fonction de la manière dont vous vous adresserez à quelqu'un, ça se passera bien ou ça se passera mal. Maintenant, il y a des fois, lorsque vous vous exprimez, à 9 fois sur 10, ça se passe sans problème. Vous vous exprimez de la même manière la 10e fois, et manque de chance, je dirais, ça part dans le mauvais sens. Pierre-Arnaud Perotti n'a pas l'air convaincu. Non, je ne doute pas qu'il y ait des policiers qui s'adressent très correctement et très courtoisement aux gens, mais on a trop de témoignages d'arrestations qui, quand ça concerne des personnes perçues comme racisées, se font accompagner de coups, d'insultes, d'humiliations. Il y en a trop. Il y en a manifestement trop. Donc il y a vraiment un problème de ce côté-là, même si la formation au départ est bonne. Ça vous a surpris les chiffres de la Ligue des droits humains et de Police Watch? Comme vous l'avez dit, effectivement, c'est sur un nombre de personnes déjà fort limité, une centaine, comme vous le disiez. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu une histoire de 70 000 PV qui ont été établis pendant la période du confinement. Donc 70 000 PV, c'est quand même énorme. Je peux vous rejoindre en disant qu'effectivement, on a constaté qu'il y avait pas mal de jeunes qui ne respectaient pas, je dirais, le confinement pour, je dirais, leurs raisons propres. Et donc, effectivement, ça peut donner une vision un peu biaisée de la réalité du terrain. Maintenant, ne perdez pas de vue quand même que les policiers, dans leur toute grande majorité, ils font très très bien leur travail. Que maintenant, il y ait des cas qui posent problème, très certainement. Mais ça, l'argument des 99%, on l'entend tout le temps, mais tant du côté des policiers quand il y a des violences dont se plaignent des gens, que du côté des organisations syndicales quand il y a une manifestation qui vire à l'émeute, ou quand on discute avec des acteurs, avec les jeunes. 99%, monsieur, des jeunes respectent la police et voilà, ils se sentent citoyens belges. Et voilà. Et quand vous dites tout à l'heure, les jeunes ne respectaient pas le confinement, je peux vous dire, monsieur, j'étais sur le terrain, les jeunes respectaient le confinement. Vous allez à la grande place ou vous allez à Sainte-Catherine, il y a des adultes qui ne respectaient pas le confinement. Bien sûr. Donc voilà, et donc, les chiffres... Qu'est-ce qu'on peut faire, Abdeladnan, pour que les gens se parlent et qu'une arrestation, un contrôle ne vire pas finalement à l'émeute, au sentiment d'agression ou à l'agression réelle? Vous, monsieur qui est éducateur, qui a réalisé un projet avec des futurs inspecteurs de police durant 4 années, avec monsieur Paul Jacobs, qui a travaillé 40 ans à la police, qui a travaillé au comité P et qui a formait des futurs inspecteurs de police. On l'a réalisé 4 années de suite, ça s'est très bien passé. Pour répondre à votre question, il suffit d'aller vers les jeunes, de discuter, de créer un lien, du faire ensemble et pas du vivre ensemble. Vous savez, on peut vivre avec son voisin, on ne le connaît pas. Et même pour vous dire qu'on a été récompensé pour ce projet, quand il y avait un appel à projet pour récompenser les plus beaux projets liés à un police jeune. Donc voilà, les jeunes sont preneurs. Simplement, il y a un moment donné, vous savez, hein, il y a des affaires qui ne sont pas encore été rétablies, il y a des dossiers qui traînent. Voilà, et les jeunes, à un moment donné, ou les familles demandent à un moment donné, mais que justice soit faite. Voilà, et à un moment donné, il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour revendiquer ces droits. Nous, ce qu'on dit, c'est vrai, monsieur, il y a
beaucoup de policiers qui font très bien leur travail. Il y a des jeunes qui ont un bon lien avec la police de proximité. Mais il y a un moment donné, l'humiliation verbale aussi. Elle fait très mal, monsieur. Elle fait très mal pour un jeune. L'humiliation verbale ? L'humiliation verbale, c'est comme disait monsieur, c'est d'insulter un jeune, c'est de le dénigrer, de le ramener à son origine, alors qu'on est à la 5e génération, et de ne pas le voir comme un jeune qui soit de Uccle ou de Boisfort ou de Haut-Lué. Et ça, c'est vraiment traumatisant pour un jeune. On n'a pas encore entendu Maître Spreutels. Moi, je voulais savoir... ce qui souvent alerte les médias en ce moment et qui fait le buzz sur les réseaux, ce sont les petits films qu'on va faire. On décroche son téléphone, on fait une vidéo. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est répréhensible ou est-ce qu'on a le droit de filmer une intervention ? Et puis après, on entendra le policier là-dessus parce qu'on évoque les bodycams sur les agents. Mais d'abord, filmer une intervention de police, si on a l'impression que quelque chose se passe, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut être poursuivi ? Vous faites bien d'évoquer cette question parce qu'elle nous est très souvent posée. Et je crois que notre interlocuteur sera tout à fait d'accord pour dire avec moi qu'on peut effectivement filmer une intervention. Mais est-ce que c'est... Alors je me tourne par contre vers le policier. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a tendance à tout crisper ? Parce que voilà, le policier qui fait une intervention, il se dit ouais, on me filme quand je plaque quelqu'un au sol, mais peut-être pas quand j'ai fait un avertissement. Ça, c'est le gros problème. C'est qu'en réalité, lorsqu'on filme, on constate que souvent, on met sur les réseaux sociaux, en réalité, une partie de ce qui s'est déroulé. Et par exemple, on va mettre en évidence, dans certains cas, l'intervention finale d'un policier. On ne va pas du tout mettre en évidence l'objet de l'intervention du policier, en l'occurrence ce qui a généré la nécessité d'intervenir, et on se retrouve alors confronté dans le chef de policier à des situations extrêmement pénibles. On voit la fin de l'intervention où par exemple le policier interpelle et est obligé, compte tenu du refus de certaines personnes, de se laisser interpeller. On voit cela sur les réseaux sociaux, on dit c'est quand même étonnant cette intervention du policier. Par contre, ce qui a généré l'intervention, on ne le trouve pas. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a des réactions alors immédiates sur les réseaux sociaux et un seul fragment de film peut donner libre cours à des centaines de commentaires extrêmement négatifs. Je voudrais juste entendre Raoul Moulin sur les bodycams. Est-ce que c'est une bonne chose que les policiers finalement filment eux-mêmes toutes les interventions et qu'on ait une preuve, je veux dire, officielle d'une scène complète ? Ou côté policier, on est plus réticent ? Parce que moi, en tout cas, pour être journaliste, quand il y a des interventions et qu'on sort notre caméra, c'est pas toujours super bien vu, quoi. Ici, la caméra qui serait portée par le policier, je suis persuadé que ce serait un vrai plus. Un vrai plus, pourquoi ? Parce que ça permettrait en tout cas de voir ce que le policier a vu. Ça permettrait effectivement de pouvoir expliquer un comportement, comment les choses se sont passées, alors que, comme le disait ici monsieur l'avocat, sur les réseaux sociaux, on ne voit toujours que la partie qu'on a bien voulu y mettre. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'une partie de la solution, hein, soyons très clairs, ce n'est pas la panacée universelle, la caméra. Pierre-Arnaud Perouty, du côté de la Ligue des droits humains, vous avez quand même amené quelques revendications, vous demandez qu'on garantisse le droit de filmer, mais vous dites qu'il faut améliorer les relations entre la police et les communautés, et puis vous dites qu'il faut développer des mécanismes, je cite, de plainte accessibles, indépendants, efficaces, prévoir un accompagnement des personnes concernées. Il y a le comité P pour ça. Et alors, pas seulement. Avant de vous répondre sur le comité P, mais c'est en lien, je voudrais insister sur le poids des images, parce que pour porter plainte et pour qu'une affaire aboutisse, il faut des éléments de preuve. Et pour ça, les images sont fondamentales. C'est un élément de preuve, très brièvement C'est-à-dire que ça peut l'être dans certains dossiers, parce que le gros problème, c'est qu'effectivement, il y a souvent un manque de preuves, parce que c'est la parole de la victime, entre guillemets, et la parole du policier. Exactement. Et c'est vrai que ça peut contribuer à apporter des éléments de preuve. Et on le voit bien dans les affaires aux États-Unis, on le voit bien dans les affaires ici. Chaque fois que l'affaire aboutit, c'est parce qu'il y avait des images, des éléments de preuve. Alors bien sûr que des images sont sujettes à un contexte et qu'il faut prendre le contexte dans son ensemble, mais quand même, ces éléments sont super importants, y compris pour les dépôts de plainte. Alors j'en viens à votre question. Où est-ce qu'on peut déposer plainte ? Est-ce que le comité P suffit ? La réponse est clairement non, ça ne suffit pas. D'abord parce que beaucoup de gens ignorent totalement son existence. Ensuite, parce que beaucoup de gens n'osent pas porter plainte, et ça renvoie d'ailleurs aussi aux témoignages qu'on reçoit. Beaucoup de gens n'osent même pas témoigner ou porter plainte. Donc, ce que nous recevons n'est jamais que la partie émergée de l'iceberg. Et on sait qu'il y a beaucoup d'autres cas qui ne nous parviennent pas, qui ne parviennent pas au comité P, qui ne parviennent pas au service de contrôle interne de la zone et qui ne parviennent pas à l'inspection générale. Donc, si vous voulez, il y a 3 étages de contrôle qui ne fonctionnent pas de manière optimale, ça c'est absolument certain. Est-ce que la justice a tendance à avoir la main, en cas de violence, plus lourde avec un policier ?
parce que justement c'est un représentant de l'État, ou est-ce qu'au contraire, la justice a tendance à reconnaître qu'un un policier, par moment, doit faire usage de violence parce que ça fait partie de son métier, qu'il est formé pour ça. On va vous entendre là-dessus, Pierre-Arnaud Perotti, mais je vais entendre Maître Sprutels, parce que vous avez défendu des policiers qui étaient... De nombreux policiers qui étaient mêlés à certains dossiers. Et je vous dirais que j'ai souvent entendu dire, mais en réalité, les policiers sont protégés par le comité paix, par les autres organes qui sont également compétents. Et je peux vous dire que ma vision des choses à travers les dossiers n'est pas du tout celle-là. Et je n'ai pas du tout le sentiment qu'il y a une volonté de protéger le policier. Et je peux vous dire que quand il se retrouve devant une chambre d'un tribunal, je n'ai jamais eu le sentiment qu'ils avaient droit à un régime de... Est-ce que la justice a la main plus lourde? Est-ce que, d'abord, il y a une circonstance reconnue comme aggravante, ou bien est-ce qu'au contraire, la loi dit un policier peut faire usage de la violence? Je crois très sincèrement qu'il n'y a pas à avoir deux façons de juger. Il n'y a pas à juger un policier en disant... on va avoir la main moins lourde ou plus lourde et un autre qui dame. Il faut exactement les juger de la même manière, voir exactement quels sont les éléments qui permettent d'affirmer que ces personnes ont commis effectivement des délits. Et il est indispensable, et on ne le dira jamais assez, que si un policier a eu un comportement qui est inadmissible, il faut qu'il soit sanctionné. Pourquoi s'entraîne, monsieur? Je ne comprends pas. Moi, j'ai suivi un peu l'affaire Lamine en France, plus de 10 ans. Il y a l'affaire de Mehdi qui est décédé. Il y a maintenant l'affaire Adil. Pourquoi ça traîne? Et encore, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, monsieur, quand vous avez parlé des GSM et tout ça, je suis désolé, monsieur, ce que filment les gens, c'est pas l'intervention, monsieur, c'est la violence. Je peux vous citer une violence policière qui s'est passée à Molenbeek toute l'année passée, où un jeune a reçu un coup de pied dans son visage. Les gens sortent leur GSM quand il y a de la violence physique, monsieur. Pas quand il y a une intervention, parce que l'intervention, c'est le droit de la police. La police est là pour nous protéger, monsieur. Vous pensez que les gens, ils ont que ça à faire, à sortir leur GSM, à filmer une intervention? On ne sait même pas ce qui s'est passé. Peut-être que la personne a des liens, a fait quelque chose, ou quoi que ce soit. Vous avez encore vu récemment, l'infirmière en France, c'est de la violence, monsieur, que les gens filment, et justement pour pouvoir permettre de porter plainte. Est-ce qu'à un moment donné, monsieur, les gens abandonnent? Je suis d'accord avec vous, les jeunes n'osent même plus porter plainte. Vous savez ce qu'ils me disent? Mais ça ne sert à rien. Ça prend du temps. Je ne vais pas gagner. Vous savez, le jour qu'il y aura un policier qui sera condamné pour des faits de violence, pas pour maîtriser quelqu'un ou faire leur travail, je vous jure qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont oser porter plainte. Raoul Moulin, vous répondez quoi à Abdeladnan? Est-ce qu'il y a un esprit de corps, on se protège entre policiers? Soyons très clairs. D'abord, le métier de policier, je crois, est le métier qui est le plus surveillé en Belgique. Comme vous l'avez dit, il y a le comité paix, il y a l'AIG, il y a un peu plus de 180 contrôles internes, un par zone de police. Mais manifestement, sur le terrain, on a l'impression que ça ne suit pas. Laissez-moi juste terminer. Ce que je veux vous dire par là, c'est... Nous avons évidemment au sein de notre organisation syndicale un groupe de défense pour nos affiliés. Et moi, je peux vous dire qu'au vu du nombre de dossiers que nous traitons par an, les policiers ne sont pas, je dirais, mis de côté lorsqu'il y a un souci, sans compter que le policier qui est poursuivi pénalement peut l'être également administrativement par son autorité, et les autorités de police ne sont pas les dernières à poursuivre, je dirais, le collègue qui aurait fauté. Une espèce de double peine, c'est ça que vous dites? Une sorte de double peine, absolument, et avec des peines lourdes qui vont évidemment au départ de l'avertissement, mais qui peut aller jusqu'à la révocation pure et simple. Et donc, très peu de cas, très peu de cas de condamnation, très peu de cas. Moi, je peux vous dire qu'administrativement, un policier, même si au niveau pénal, son dossier a été classé sans suite, il risque, et généralement il est, poursuivi administrativement par son autorité. Tout à fait d'accord, monsieur, parce que être écarté, monsieur, je suis éducateur depuis 25 ans. Oui, mais je vous entends, je vais vous dire un truc. truc. Demain, je frappe un jeune, je suis renvoyé, monsieur, et je peux être même poursuivi au tribunal. S'il vous plaît, quand vous voyez des policiers, je parle de la violence physique,
vous savez, voilà, il y a la formation, on apprend des choses. C'est que moi, en tant qu'éducateur, j'ai appris à avoir de la patience. Et vous savez, il y a des jeunes qui m'ont poussé à bout. Je ne peux pas frapper, monsieur. Donc, il y a un moment donné, être écarté, ne me dites pas que c'est une sanction, monsieur. Mais je n'ai pas dit c'est ce qu'il y a pour certains. Non, oui, mais il y a certains policiers, monsieur. Je connais des faits où certains policiers ont été écartés. On les a mis dans un autre commissariat. Et les familles ne sont pas contentes parce qu'il y a une violence. Et ça, c'est inacceptable, monsieur. En 2020, c'est inacceptable. Et puis, j'ai encore des questions justement sur l'évolution du métier de policier. Maître Sprotels, brièvement, s'il vous plaît. Je voudrais dire à monsieur l'éducateur que lorsqu'il affirme « lorsqu'un policier sera condamné pour violence, alors il y aura des jeunes qui vont déposer plainte ». Mais vous qui suivez les choses de près, mais peux vous dire qu'il y a multitude de policiers qui ont déjà été par les tribunaux condamnés. Et je m'étonne que vous puissiez dire cela. Vous me dites non. Mais sur le terrain, il y a des policiers qui sont condamnés devant les tribunaux correctionnels parce qu'ils n'ont pas eu le comportement adéquat. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire cela le jour où un policier sera commandé, alors que c'est une réalité. J'ai encore une question que je veux aborder. On a bien avancé dans le débat et il y a encore des questions à aborder. Est-ce que l'image du métier de policier et les relations entre la population et la police ont évolué? On entend souvent comme ça, avant c'était mieux. Ça fait 20 ans que vous êtes éducateur. Est-ce que quand vous avez commencé votre carrière il y a 20 ans, ça allait mieux ou c'était déjà tendu comme ça peut l'être aujourd'hui? À l'époque, il y avait la gendarmerie où c'était pas facile aussi. Maintenant, ce qu'il y a, la différence, c'est que voilà, il y a les réseaux sociaux, c'est peut-être plus filmé, c'est peut-être plus visible. Maintenant, je ne sais pas vous dire... Mais ça n'alimente pas aussi une colère, on se dit, ah ben tiens, parce qu'on sait que voilà, il y en a tous l'impression. Oui, maintenant, comme je vous ai dit, monsieur, quand je disais tout à l'heure, le jour qu'un policier sera condamné, je parle par rapport à la plainte du jeune. Pas par rapport à la globalité de la police. Mais je réponds par rapport aux jeunes. Voilà, mais bon. Si le jeune a déposé plainte et que les faits sont avérés... Ben, monsieur, je connais un jeune qui a porté plainte au comité P avec preuve. Il n'a pas gagné. On a l'histoire d'un jeune à Molenbeek. Pendant 5 ans, il n'a pas gagné, monsieur. Ça, je vous parle de ces cas-là. On ne dit pas qu'il n'y a aucun cas. On dit juste faut pas dire, voilà, on n'a pas dit qu'il n'y a aucun cas. Généraliser. Non, généraliser. Monsieur, si on est venu ici, ce n'est pas pour généraliser, c'est pour trouver un terrain d'entente. Il ne faut surtout pas faire non, pas du tout, vraiment. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 20 ans, l'image de la police a évolué, qu'aujourd'hui il y a plus de méfiance, plus de colère, qu'au contraire vous êtes mieux formé par rapport à une ville qui s'est densifiée, où les écarts sociaux, dit-on, se creusent aussi? Est-ce qu'en 20 ans, il y a eu quelque chose qui a évolué de ce côté-là? Vous l'avez vu, vous? Alors moi, je vais vous dire très clairement, l'image du policier s'est dégradée au fil des années. Sans doute par une évolution de la société qui maintenant tolère beaucoup moins ses devoirs et n'a plus que des droits. Il faut quand même être bien conscient qu'en Belgique, nous avons la chance d'être en démocratie et que donc, au-delà des droits, il y a des devoirs aussi. Mais on voit que la ligne est de plus en plus ténue. De plus en plus de personnes franchissent la ligne du mauvais côté. Et donc, l'image du policier est forcément ternie parce que c'est celui-là qui empêche de tourner en rond, si vous me permettez l'expression. Et donc, dès qu'il va intervenir, ça ne sera jamais, je dirais, pris du bon côté. Ça sera toujours « Ah oui, j'ai été ici flashé, tu imagines, j'étais à 60 au lieu de 50. Ah oui, ici j'ai été verbalisé pour ci, j'ai été verbalisé pour ça. » Et donc le contact entre les gens se font de plus en plus difficilement. Et je peux être d'accord. On ne parle pas du tout de ça. On parle pas du tout de ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre, malgré les directives, malgré la loi sur la fonction de police qui encadre l'action des policiers, il y a un certain nombre de problèmes et de dérapages sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Les policiers, ils ont le monopole de la violence légitime. C'est normal, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça, et c'est pas un travail facile, tout le monde le reconnaît. Mais ça comprend aussi une responsabilité qui est énorme, c'est de traiter les gens avec respect et avec une juste proportion. Et on se rend compte que dans beaucoup de cas, on est très au-delà de la juste proportion imposée par la loi et que les insultes, elles sont jamais justifiées. Les coups, une fois qu'une personne est maîtrisée ou menottée, ils sont jamais justifiés. Sans parler même de la mort de jeunes qui meurent pour une poursuite, alors que la mort d'un jeune, c'est jamais justifié, a fortiori pour des cas qu'on leur reproche. Il ne reste plus qu'une minute et je voudrais juste dire un truc, hein, monsieur. Mais bien sûr qu'on y croit, ce lien police-jeune. Je vous dis, monsieur, il y a même certains policiers qui se disent, dommage, maintenant on ne peut même plus continuer ce genre de projet. Donc moi, franchement, monsieur, je continuerai à créer ce lien police-jeune. On n'est pas là pour se renvoyer la balle. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et voilà la circonstance parfaite pour lancer la tradition de versus, l'argument recevable. Alors peut-être, Raoul Moulin, est-ce que autour de la table, dans les échanges que vous avez eus aujourd'hui avec la Ligue des droits humains ou avec Abdel Adnan, éducateur, vous avez un argument recevable dans ce qu'ils ont dit?
Alors j'ai un argument recevable de Abdel qui est tout à fait justifié, c'est effectivement la communication. Par la communication, nous pourrons certainement, je dirais, tendre des liens, car je crois qu'il faut plus se tourner vers ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Et donc là-dessus, je peux tout à fait vous rejoindre. Arnaud Perroutier, un argument recevable entendu aujourd'hui? J'ai entendu parler de bodycam, à condition de bien comprendre que la bodycam ne va pas tout résoudre. Je pense qu'on peut imaginer la mettre en place. Il y a déjà des expériences pilotes qui se font. Ça peut contribuer peut-être à apaiser les choses. Quand les gens savent que c'est enregistré, je pense que des deux côtés, tout le monde a tendance à apaiser un peu les choses. Nils Prutels, un argument recevable. Alors j'ai entendu un argument qui est tout à fait recevable quand on dit qu'il ne faut pas opposer les jeunes et la police, qu'il faut établir des liens. Mais c'est aussi la volonté de la police d'établir ces liens et de pouvoir intervenir dans un contexte positif et non pas dans ce contexte de plus en plus violent auquel sont confrontés les policiers. Et le dernier argument pour vous, Abdel Adam. Je vais rejoindre un peu vous deux, monsieur, parce que voilà, je pense que nous deux, on était plus en phase. En phase. Voilà, je suis tout à fait d'accord, monsieur, que ce n'est pas un métier facile. Je le dis, je côtoie des policiers et franchement, beaucoup de policiers, la majorité, font très bien leur travail. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là pour vraiment créer un lien police-jeune, parce que la police est aussi là pour les jeunes. Et là où je suis aussi d'accord avec vous, monsieur, où vous dites, oui, il y a des policiers qui ont été condamnés. On ne dit pas qu'aucun policier a été condamné. Vous avez le droit de défendre un policier comme vous avez un autre. Oui, non, mais je vous dis. Mais donc, voilà, ce que je veux dire, on arrive au terme de ce vous avez le droit et je comprends débat. Qu'ils ont et été... je vous remercie tous les quatre d'être venus pour aborder cette question sensible. On aura encore beaucoup de choses à dire. On se reverra sans doute. Ce sera la saison prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera déjà la dernière de Versus avec un autre thème, d'autres